Bonjour, et je suis ravi de vous retrouver pour ceux qui on a déjà vu l'autre fois. Pour ceux qui viennent pour la première fois, donc, le rappel c'est que je réalise pour Arte une série de 20 documentaires de 20 fois 26 minutes dont le titre est Les héros oubliés du XXe siècle. Donc c'est des personnages qui ont marqué finalement le siècle, qui ont fait le vôtre, le 21e, mais qui par différentes raisons ont été oubliés. Donc c'est un peu les remettre dans la lumière. Et 26 minutes, bien sûr, raconter la vie de quelqu'un 26 minutes, c'est prendre une trajectoire plutôt humaine, plutôt émotionnelle, à laquelle le personnage public va pouvoir s'identifier, et ainsi découvrir quelqu'un qui a fabriqué notre histoire, et se faire un rappel aussi du contexte historique qui avance en parallèle, puisqu'on va être sur une heure de grande écoute qui est appelée l'accès, c'est-à-dire c'est le 20h, c'est celle qui va retenir le spectateur pour les programmes de 20h30, 20h40. Donc vous savez que vous allez nous accompagner pendant un an. Bien sûr, vous n'allez pas réaliser 20 films, mais vous allez vous approprier un de chaque personnage. Là, certains de vous ont travaillé sur René Dumont, d'autres sur Louis Weiss. Nous, on a commencé à tourner René Dumont et un petit peu Louis Weiss. Au fur et à mesure, on va vous envoyer, nous, en parallèle des recherches que vous faites, hein, parce qu'il faut que vous fassiez le même travail que nous, mais le travail qu'on a fait de recherche sur René Dumont, celui qu'on fera sur Louis Weiss, jusqu'au moment, en tout cas, en ce qui concerne René Dumont, c'est sous l'échéance d'une à 2 semaines, vous recevrez tous mes rushs pour faire votre film. Alors, vous pouvez vous dire, tiens, non, nous, on a envie de rentrer dans le cadre de la série de Jacques, puisque une série a cahier des charges, mais aussi vous pouvez vous approprier mes images et les images d'archives pour faire votre portrait à vous. Vous n'avez pas besoin de faire 26 minutes, si c'est 15 minutes c'est bien, si c'est 26 c'est aussi bien, voilà, pour fabriquer votre film. Il faut que vous sachiez qu'au Canada, il y a des lycéens qui font la même chose que vous, que ces lycéens, vous les rencontrerez le 17 avril. Voilà, il y aura compétition de films entre vous. Non, il n'y aura pas de compétition, mais vous présenterez chacun vos films. Donc ça veut dire que vos films devront être rendus à l'horizon de fin mars. Et on lancera de nouveaux portraits à partir de février. Et puis on accompagne donc, grâce au travail que font avec vous vos enseignants, on travaille de concert avec eux. Et l'idée aussi, c'est que pour certains qui se dirigent vers les métiers du cinéma, pour d'autres qui ont peut-être envie ou pour qui c'est juste une passion, c'est que vous puissiez bien connaître tous ces métiers-là et décrypter comment se fabrique un film, comment s'écrit un scénario. Pour ce faire, on s'est déjà rencontrés, on va se rencontrer encore plusieurs fois. Et vous allez rencontrer aujourd'hui 2 membres de mon équipe qui sont Amélie Souris, qui est documentaliste. Alors attention, documentaliste, n'entendez pas le mot documentaliste comme on entend dans les lycées. Documentaliste, c'est un autre métier dans le cinéma. Il est là pour vous expliquer pourquoi elle fait ce métier, comment elle le fait. Bien sûr, vous pourrez lui poser toutes les questions. Et Rachida Itali, qui est mon assistant réalisateur, qui a un métier fondamental aussi dans une équipe de cinéma, puisque à la fois il me représente, il me protège, il transmet, il organise, surtout dans le documentaire, où autant les postes en fiction sont très cloisonnés et assez précis, autant dans le documentaire, comme on a beaucoup moins d'argent et qu'on travaille de manière beaucoup plus petite, les postes, les responsabilités de chaque poste s'élargissent énormément. Et le 1er décembre, vous rencontrerez le producteur et l'historien qui accompagne le film, parce qu'il y a aussi des historiens qui ne sont pas que chercheurs pour d'histoire, qui ont décidé finalement de transmettre leur savoir au grand public, soit par le livre, soit par le film, en participant, en écrivant des scénarios avec des réalisateurs pour fabriquer des documentaires. Et en début d'année 2015, vous rencontrerez le chef monteur et la chef opératrice qui parleront plus particulièrement de leur métier. Donc aujourd'hui, on a 2 heures à nous. Donc l'idée, c'est que Amélie vous présente son travail, vous lui posez plein de questions, parce que je suis sûr que vous avez plein de questions à lui poser. Rachid vous présente son travail, vous lui posez des questions, parce que je suis sûr que vous avez plein de questions à lui poser. Et après, on se garde juste un peu de temps pour que nous, vous saurez à travers leur exposé là où on en est dans notre travail. Vous allez voir un petit film qui a été fait quand Rachid va parler de son métier, où on a
fait filmer par, peut-être ce que vous serez d'ici quelques années, une étudiante qui est en école de cinéma et qui est en stage chez nous. Voilà, on lui a demandé de faire un petit portrait impressionniste, un regard sur le tournage. C'est pas un film, c'est voilà, un regard pour que, aussi, quand vous allez recevoir mes images, vous dites, ah tiens, j'ai vu déjà là où il a tourné, comment ils ont tourné ce plan-là. Voilà, et donc la dernière demi-heure sera consacrée à vous donner la parole et à nous dire où vous en êtes, vous, dans votre travail sur René Dumont et Louise Weiss. Voilà, donc soyez attentifs, soyez curieux, et je laisse la parole à Amélie pour vous parler du métier de documentaliste. Bonjour à tous, donc je suis documentaliste sur la série réalisée par Jacques. Et comme disait Jacques, documentaliste en audiovisuel, en cinéma, c'est assez, même très très différent des documentalistes à qui vous pouvez avoir affaire voilà, dans les bibliothèques de lycée. En fait, dans le processus de fabrication d'un documentaire, on peut avoir besoin d'un ou d'une documentaliste, parce que pour alimenter un film, il faut bien des images, des sons. Il y a ceux que Jacques tourne lui-même, voilà, quand il part tourner des interviews, quand il part en extérieur filmer des lieux. Mais on peut aussi avoir besoin de documents préexistants, voilà, donc d'archives. Je ne sais pas si vous avez en tête des idées d'archives. Ça peut être des documents papier, ça peut être des archives films, des archives vidéo, ça peut être des archives sonores aussi, des archives radio. Et la recherche d'archives, bah, évidemment, elle dépend du thème dont traite le documentaire. Si c'est un documentaire qui va être sur la Première Guerre mondiale, sur la Deuxième Guerre mondiale, j'irai chercher des images, des combats, des guerres en question. Si c'est un documentaire, un portrait d'un personnage vivant ou décédé, comme c'est le cas sur la série, voilà, il va falloir trouver des archives qui documentent la vie et l'œuvre de la personne dont on raconte l'histoire. Et ça peut être très très varié. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai travaillé sur une série sur les fruits et légumes. Voilà, les 2 premiers épisodes, ils étaient consacrés aux petits pois et à la noix de coco. Et donc pendant des semaines, j'ai cherché tout un tas d'images en rapport avec les petits pois et la noix de coco. Voilà, comment on récolte, comment on cultive, comment on cuisine le petit pois et la noix de coco. Voilà, j'en ai mangé pendant des semaines. Voilà, c'est dès lors que le réalisateur ou la réalisatrice veut raconter une histoire, l'idée c'est de l'alimenter en documents, en archives. Après, ce qui est important à savoir, c'est que ces archives, ça peut être des archives professionnelles, ça peut être des documents professionnels, mais ça peut aussi être des documents amateurs. C'est-à-dire que des archives professionnelles, ça va être par exemple des films, des vieux journaux télévisés, voilà, des journaux, des films tournés par des journalistes. Ça peut être des archives de l'armée française, les films tournés par les soldats sur le terrain. Mais ce qu'on appelle archives, ça peut aussi être des documents amateurs. Enfin, ça peut être des films de famille, des archives personnelles. Je ne sais pas si vous avez en tête, mais un des films amateurs, une des archives amateurs les plus connues et les plus largement diffusées, je ne sais pas si vous voyez l'assassinat de Kennedy. Bon voilà, c'est une archive amateur qui a fait le tour du monde. Le type qui a filmé ça, il n'était pas cinéaste, il n'était pas réalisateur, c'est juste qu'il se trouvait au bon endroit, au bon moment, avec sa petite caméra, alors je ne sais pas quel format c'était, 8 mm ou autre. Et voilà, c'est lui qui a tourné l'image qui a fait le tour du monde, où on voit le crâne de Kennedy qui est en train d'exploser. Donc voilà, c'est juste pour vous dire qu'une archive, ça peut venir d'une source professionnelle, d'une source amateur. Ce qui fait sa valeur, c'est pas ça, c'est vraiment ce qui fait sa valeur, c'est la force du témoignage historique, de l'image, du son, du document en question. Et vous, au quotidien, vous êtes producteur d'archives, enfin d'archives potentielles, c'est-à-dire que voilà, quand vous prenez en photo, vous filmez, c'est des archives potentielles pour plus tard. Si dans 40 ans, dans 50 ans, quelqu'un veut faire un documentaire sur vous, bah, il ira piocher dans vos archives personnelles, dans vos photos, dans vos films. Donc voilà, et aujourd'hui, avec les moyens numériques, avec les avancées technologiques, les moyens de production et les moyens de diffusion, enfin en tout cas les moyens de production d'archives potentielles se démultiplient. Et donc vous vous doutez que
dans mon travail, ça ne va pas être le même. Si par exemple, je dois faire une recherche sur la Dordogne des années 90-2000, évidemment, je vais trouver pléthore d'archives. Si je dois faire une recherche sur la Dordogne de 1900, je ne suis pas sûre d'aller trouver, enfin là, je ne suis même pas sûre qu'il existe des films sur 1900. Donc, voilà, la difficulté de la recherche, elle réside dans le sujet, mais elle réside dans la période dont on traite. C'est exactement la même chose. Enfin, je reprends l'exemple des archives personnelles. Mais voilà, encore une fois, si on veut faire dans 50 ans un documentaire sur vous, on trouvera masse de documents. Si on souhaitait faire un documentaire sur la génération de vos grands-parents, je ne sais pas ce qu'ils ont comme archives personnelles, mais quelques albums photos, au mieux peut-être un film. Voilà, et encore, c'est pas gagné. Donc ça, c'est une chose, la différence pro et amateur. Et donc ces archives, où est-ce qu'on les trouve? Moi, en fait, j'ai un rôle un peu d'archéologue, c'est-à-dire que le réalisateur, il a un peu une idée des archives qu'il souhaite pour alimenter son film, mais on n'est jamais sûr à l'avance de ce qu'on va trouver. Donc voilà, tout comme l'archéologue qui fouille et qui fouille le sol et qui navigue un peu à vue, moi je lance les recherches sans savoir a priori ce qu'on va trouver. Et pour faire ces recherches, on sollicite des fonds d'archives, des sources, dont c'est le travail de collecter, de sauvegarder, voire de restaurer des archives, films, photos et autres. Et bon, parfois, faut se déplacer, enfin voilà, faut rentrer en contact avec les gens. Pour reprendre l'exemple des archives amateurs, voilà, si on veut exhumer un vieux film sur vos grands-parents, vous doutez que c'est pas en cliquant sur YouTube que le doc va sortir en question, quoi. Et si vous voulez trouver la vieille VHS ou la vieille bobine, il faudra un peu se bouger, il faudra monter dans le grenier et dépoussiérer quelques cartons. Donc moi, c'est exactement pareil. Et alors, je vais vous montrer quelques exemples d'archives, qui n'ont rien à voir entre elles, juste qui sont issues de périodes très différentes et qui viennent de trois sources d'archives différentes. Alors c'est juste, si Jérémy veut bien lancer les 3 premières archives, et je vous expliquerai après d'où elles viennent. Et vous savez ce qui va se passer? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. À lundi, je vous dis au revoir et j'espère vous revoir pour vous expliquer notre projet global d'avenir. Merci mes amis. Pendant 15 ans, au cœur des Alpes, l'eau d'Évian prend sa force. L'équilibre minéral. C'est bon l'équilibre. Verre après verre, Évian vous apporte son équilibre. C'est bon de se sentir bien dans son corps. Évian, l'équilibre minéral. C'est bon l'équilibre. Voilà, là c'était 3 archives qui ont strictement rien à voir entre elles, si ce n'est le thème de l'eau.
La première, c'était, vous l'avez peut-être reconnu, c'est un film Lumière. Donc ça, c'est vraiment le cinéma balbutiant, voilà, tout début du cinéma. La deuxième, c'était notre ami René Dumont, lorsqu'il se présente à l'élection présidentielle de 1974. Et ça vient de l'INA, vous avez peut-être déjà entendu parler, l'Institut national de l'audiovisuel, qui est le gros fonds d'archives français, mais aussi international, parce qu'ils ont toutes les archives de la télévision française publique, et ils ont aussi des mandats, c'est-à-dire des accords pour diffuser plein d'autres fonds d'archives, donc ils sont très 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 riches, et en plus ils ont numérisé une grande partie de leurs fonds d'archives, donc c'est assez incroyable parce qu'on peut accéder à énormément de choses sur leur site. Et la dernière, c'était une publicité qui a un peu vieilli, hein, mais c'est normal, ça date de 84, ça vient de la Maison de la Publicité, qui est un fonds d'archives qui collecte toutes les publicités, ça remonte aux années 40, 50, voilà. Donc c'était pour vous donner une petite idée, un panel, un aperçu du genre d'image qu'on peut me demander de rechercher. Et alors, outre les sources, les fonds qui existent, il faut savoir qu'après, une autre problématique qui se pose quand on cherche les archives, c'est le coût. Enfin, à qui ça appartient et le coût. Parce que, évidemment, c'est pas gratuit. Ces archives, elles appartiennent à des gens, elles appartiennent à des fonds. Donc là aussi, on ne peut pas faire son supermarché sur Internet, aller sur YouTube, rentrer dans Google René Dumont et choper toutes les images qui se présentent. Il y a des ayants droit derrière, il y a des gens à qui ça appartient. Voilà, c'est pas parce que moi je m'amuse à mettre en ligne un clip de Michael Jackson que pour autant je suis détentrice des droits de Michael Jackson. Là, c'est exactement pareil. Et pour vous donner juste une idée comme ça d'un coup, un film Lumière, en général, plus ça date, plus c'est cher. Donc voilà, le film Lumière, si on voulait en monter quelques secondes dans notre documentaire, il faudrait quand même qu'on débourse 5-6 000 euros. Donc voilà, c'est une partie du travail aussi de tenir compte des tarifs de ces archives, éventuellement les négocier pour que ça rentre, tout simplement pour que ça rentre dans notre budget. Et je voulais conclure sur un dernier aspect. Alors je vais vous montrer une archive et vous me direz ce que vous en pensez juste après. Nous avons eu souvent l'occasion de vous parler, de vous présenter les richesses du sol et du sous-sol limousin. Richesses minières, richesses alimentaires en tout genre. Je pense notamment aux productions nationales et internationales telles que la châtaigne et la truffe. Et voici qu'apparaît depuis quelques mois une production tout à fait étonnante, la production de l'arbre à pain et de ses dérivés. L'arbre à pain, plus communément appelé jacquier, pousse généralement dans les pays tropicaux, dans les pays chauds. Il se trouve qu'en Limousin, on arrive aussi à cultiver cet arbre. Alors pourquoi? Je me tourne vers un ingénieur agronome qui va peut-être pouvoir répondre à cette question. Monsieur l'ingénieur, pourquoi l'arbre à pain ici en Limousin? Il se trouve qu'en Limousin, qui est placé sur une région volcanique et dont le sous-sol recèle des réserves de chaleur qui se dispensent dans une période bien définie de l'année, notamment en hiver et au début du printemps, ce sous-sol donc est favorable après des expériences que nous avons faites des collègues italiens, plus exactement Siciliens et moi-même. Il se trouve qu'en Limousin, on a pu faire pousser ces arbres et déjà quelques résultats semblent assez probants. Voici donc des spaghettis production Limousin. Alors chef, quelle différence entre les spaghettis Limousin et les spaghettis italiens? Le spaghetti Limousin a une grande différence, car c'est un produit limousin du sol. Et en plus, c'est un produit qui ne contient pas d'œufs, c'est-à-dire c'est un produit pas grossissant. Absolument. Absolument. Je crois aussi qu'en Limousin, c'est très pratique parce que c'est une région où il pleut beaucoup et les spaghettis... Et comme il faut beaucoup d'eau pour le spaghetti, là c'est merveilleux. Voilà, c'est une production locale que vous connaissiez ou pas, le spaghetti Limousin? Alors bon, évidemment, c'est du grand n'importe quoi. Mais voilà, c'est juste que c'est important que vous ayez en tête que, alors c'est mon rôle en tant que documentaliste, mais c'est aussi votre rôle en tant que spectateur, d'avoir toujours son esprit critique en éveil. Voilà, c'est pas parce que c'est une archive et qu'on la trouve dans une source très très sérieuse qui est l'INA,
avec un agronome qui se prend très au sérieux et un journaliste aussi qui est très sérieux. C'est pas parce qu'on nous montre quelque chose que c'est vrai, tout simplement. Et il faut toujours réfléchir que derrière, il y a quelqu'un qui filme, quelqu'un qui photographie avec une intention en tête. Donc là, voilà, les journalistes des années 80, ils sont autant à même que nous de monter un canular pour la télé. Mais bon, là c'est drôle parce que c'est une histoire de spaghettis qui poussent dans les arbres. Mais après, dans un registre beaucoup plus sérieux, il faut penser que moi souvent j'ai affaire à quand je cherche des archives historiques, devant moi j'ai des documents de propagande. Voilà, pour vous donner un exemple très très concret, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand l'Allemagne est assaillie, l'Allemagne est envahie, certains camps de concentration sont libérés par les Russes, par les soldats de l'armée rouge. Et notamment le camp d'Auschwitz est libéré début 1945 par l'armée rouge. Donc voilà, donc évidemment ils libèrent le camp de concentration, les gens qui en sortent sont des cadavres ambulants, complètement décharnés, et tout. Et les soldats se disent non mais là ça va pas ce qu'on filme, les types sont pas assez joyeux, sont pas assez heureux qu'on vienne les libérer. Donc quelques semaines plus tard, l'armée rouge est toujours en poste, ils renvoient certains des prisonniers derrière les barrières du camp, ils vont prendre alentour des paysans, des fermiers, des gens qui n'ont rien à voir, ils les mettent derrière les barrières et ils disent aux types, allez maintenant, souriez devant les caméras, genre, mais vraiment, hein, soyez joyeux, souriez bien, pour montrer que vous êtes contents d'être libérés. Et la séquence a été filmée à 3 caméras, donc est-ce qu'on est dans le registre de l'histoire ou est-ce qu'on est dans la reconstitution? Parce que là, il y avait clairement une mise en scène, avec des types qui n'étaient pas vraiment des acteurs, mais qui n'avaient rien à voir avec des fermiers qu'on allait prendre. Donc voilà, la séquence existe. On voit des types hyper heureux d'être libérés, qui se jettent dans les bras des soldats et les barrières du camp qui sont ouvertes. Et voilà. C'est un document de propagande. Bon, en l'occurrence, ça n'a pas été diffusé parce que c'était tellement pas crédible que voilà. Mais c'est un document de propagande. Et si on avait pris cette archive en mettant un commentaire off, le camp d'Auschwitz est libéré par les soldats de l'armée rouge, les prisonniers joyeux se jettent dans leurs bras, on était dans le faux total. Donc juste, voilà, pour vous dire, il faut toujours penser que derrière la caméra, derrière l'appareil photo, il y a quelqu'un qui filme avec une intention et que, voilà, ce qu'on vous montre, c'est pas parce qu'on vous montre quelque chose que c'est vrai. Donc après, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse qui consiste à dire tout ce qu'on nous montre à la télé, c'est faux, c'est l'intox, c'est pas vrai. Il ne faut pas non plus tomber dans cet excès-là. Mais c'est pas parce que vous voyez quelque chose que c'est vrai. Donc moi, ma démarche consiste aussi à faire une enquête historique pour vérifier tous les documents qu'on exhume. Voilà. Bon, je passe la parole à Rachid. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Rachid Aïdali, je suis l'assistant de Monsieur Jacques Malater pour cette série documentaire en 20 épisodes qui devrait nous amener donc jusqu'au mois d'août 2015. Donc, déjà pour la durée, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel parce que je crois que vous êtes plus à même de connaître et d'avoir pu rentrer sur des plateaux de tournage fiction qui ont des durées de 4 à 5 semaines sur du 90 minutes et ensuite sur des longs métrages un peu plus longs. Donc la première des choses, si vous voulez, c'est qu'il faut bien avoir en tête que là, donc, on est dans du documentaire et que le documentaire et la fiction sont deux choses complètement différentes, même si on retrouve beaucoup de corps de métiers identiques, à savoir des chefs opérateurs pour la caméra, un ingénieur du son pour le son, un assistant mise en scène pour la mise en scène dont j'essaie de faire au mieux, et également une direction de production et un administrateur. Donc pour vous sensibiliser un petit peu aux moyens dont on dispose, il faut savoir que l'équipe est constituée de 5 personnes, donc c'est quand même une équipe très réduite. Ce qui a l'avantage, si vous voulez, d'être relativement souple pour nous, compte tenu des décors que l'on a pu filmer, des endroits un petit peu sensibles qu'on a pu filmer, notamment pour René Dumont. Je pense un petit peu au Palais de l'Élysée, je pense à des décors un peu sensibles de ce type-là, sachant qu'on est en période un petit peu de, comment dirais-je, ils appellent ça, de protection renforcée par rapport au contexte international. Enfin bref, voilà. Donc ce qui veut dire qu'on n'arrive pas de la même façon à 5 qu'à 40 sur une fiction. Donc ça pour nous c'est quand même un avantage. L'avantage également c'est que techniquement donc, on est assez léger puisqu'on tourne à 2 caméras uniquement les interviews. Donc une face et le profil.
Et donc ça nous permet d'aller plus vite et surtout au moment du montage, enfin, je pense que vous avez déjà dû aborder ce type de problème, au moment du montage, ce qui simplifie pas mal le travail de Jacques, parce qu'en fait ça lui permet de faire des coupes invisibles, entre guillemets. Voilà un petit peu. Donc pour revenir un peu à notre personnage, René Dumont, je crois que vous êtes un petit peu dans le coup, puisque vous avez commencé à travailler dessus. Comment on a préparé donc, ce documentaire qui est en phase terminale, puisqu'à priori il nous resterait une journée de tournage, mercredi à Paris. Comment on a procédé? Donc il faut savoir que ce projet de 20 documentaires est né d'une demande de la chaîne Arte. Suite à ça, il y a eu, je crois, un appel d'offres. Cet appel d'offres, la production, donc les films du Tambour de Soie, y a répondu. C'est passé par un pilote. Alors le pilote de la série, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était sur la vie de Jerzy Popieluszko. Voilà. Donc suite à ce tournage que l'on a effectué avec la même équipe en Pologne en grande partie, il a été donc diffusé auprès de la chaîne et la chaîne a retenu donc notre candidature, plus exactement celle de M. Jacques Malater, et ils ont retenu surtout le concept de cette série. Alors j'insiste bien là-dessus parce qu'en fait, si vous voulez, là on parle d'une série. Donc l'idée pour une série, effectivement, comme vous l'a dit Jacques, c'est que le spectateur ait des repères. C'est-à-dire qu'il va se poser à 20h devant son poste de télé, il va savoir que visuellement, s'il est à telle minute du documentaire, il est dans telle période du personnage, à savoir début du film, enfance, le fait marquant, et ensuite on essaie d'élaborer deux autres grands volets des faits marquants du personnage. Donc pour Popieluszko, si vous en avez eu des souvenirs, ben c'était ni plus ni moins que son œuvre jusqu'à son assassinat qui était le point d'orgue, et ensuite, après son assassinat, tout l'élan qu'a provoqué la mort de Jerzy Popieluszko, qui a amené jusqu'au renversement du pouvoir. Donc voilà un petit peu, on a essayé de garder ça, parce que si vous voulez, ça nous permet à nous d'avoir des phares un petit peu dans la nuit, parce que la première chose qu'on fait quand on lance une série de propositions de personnages à la chaîne, il faut d'abord savoir s'il existe une biographie. Alors, la première des choses, c'est de vérifier le contenu de cette biographie et si elle existe réellement. Alors, deux cas de figure. Où il n'y a pas du tout de biographie, je ne sais pas si vous voulez faire un docu sur Raymond Poulidor, pourquoi pas. Ce qu'on va faire, on va regarder, on va se documenter, un peu avec Amélie, Jacques, et un historien très important, puisque c'est un peu notre caution scientifique, Jean-Yves Le Naour. Donc il va un petit peu nous orienter sur les biographies à éplucher. Et suite à ça, on choisit une biographie, une seule, qui va au moins me permettre ensuite d'établir les grandes étapes et de marquer un peu toutes les marches à suivre pour arriver au terme du docu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le premier travail consiste à choisir cette biographie et à éplucher cette biographie. Donc ça, c'est un petit peu mon travail. Je ne sais pas, en fiction, on pourrait comparer ça à l'étape pour un premier assistant mise en scène, un découpage de scénario, par exemple. Voilà. Moi, je fais ça au travers d'une biographie, donc c'est plus contraignant parce que forcément, quand vous avez des pavés de 450, 500 pages à lire et à passer un petit peu au peigne à coup parce qu'il faut rien oublier, suite à cette lecture, vous avez en fait votre trame qui se dessine d'elle-même. Donc, deux solutions. Vous avez une option pour la partie géographique, c'est-à-dire toujours sur René Dumont, quand tout le long de son périple, on essaie de le suivre. Et moi, à charge de repérer les endroits où il s'est déplacé, pour qu'on voit ensemble avec Jacques s'il y a une possibilité de se rendre sur place, voir un petit peu les endroits qu'il a fréquentés, ce qu'il en est aujourd'hui. On pense très souvent à la maison natale, l'endroit où il a passé sa jeunesse, l'endroit où il a enseigné, l'endroit où il a étudié, l'endroit où il passait ses vacances. Tout ce qui va nous permettre en fait d'alimenter notre documentaire et un petit peu de rendre vivant le personnage, parce qu'il ne s'agit pas de tomber dans de l'archive et lancer des docus historiques. Donc ça, c'est la première chose. Donc premier temps, je liste biographie, je relève sur un tableau très simple tous les endroits qu'il a fréquentés, les villes, ce qu'il y a fait, et pareil pour les personnages, c'est-à-dire tous les personnages qui ont compté dans sa vie, c'est-à-dire les personnages influents ou pas, que ce soit dans le domaine privé, public ou politique. Et ensuite, on a là, dans un premier temps, on a élagué, c'est-à-dire qu'on a tous les endroits qui sont susceptibles de nous intéresser à nous pour la construction de notre docu. Voilà. Après, il s'avère que pour les parties géographiques, il y a des choix qui vont s'éliminer
naturellement, j'allais dire, parce que si vous regardez la vie de René Dumont, aujourd'hui on serait en Chine, demain on serait en Afrique, après-demain on serait je ne sais où, donc il n'en était pas question bien évidemment. Donc on s'est contenté d'essayer de retrouver des endroits qui nous renvoyaient à cette ambiance de voyage à proximité de Paris, et là par rapport à ça, on a eu la chance, on a ça dans un document fait dans une team making-of, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, de notre première semaine de tournage, un endroit qui s'appelle le Jardin Tropical à Nogent-sur-Marne, où on retrouve ces différentes ambiances. Donc ça a été pour nous un point de départ, parce que ça nous a enlevé, je dirais, l'évocation de tous les endroits qu'a pu parcourir M. Dumont. C'est quand même quelque chose d'assez hallucinant, je crois que ça représente plus de bêtises, mais plus de 46 pays. Donc voilà, bien évidemment, on n'a pas représenté les 46 pays, mais on a simplement essayé de trouver des pays qui ont été révélateurs de son parcours. Ensuite, une fois qu'on a établi ce schéma, on passe à la partie des rencontres humaines. Donc là, pareil, avec l'appui de la biographie, on relève des noms de personnes qui ont compté pour lui, dans le cadre familial, dans le cadre professionnel, politique. Et là, il s'avère que, compte tenu de la naissance 1903 jusqu'à son décès, il y a des gens qui sont malheureusement plus des nôtres, donc ça réduit considérablement le choix des personnes à interviewer, parce que le but, quand même, il est là, c'est d'aller à la rencontre de ces gens-là, pour savoir un petit peu s'ils ont des souvenirs, ce qu'ils peuvent nous dire de René Dumont. Donc, naturellement, comme je vous l'ai dit, des personnes s'éliminent, et pour ceux qui restent et qui sont encore des nôtres, la difficulté, c'est de rentrer en contact avec ces gens-là, sachant que bien souvent, ce sont des personnages publics qui ont encore des activités, je dirais, surdimensionnés. Ils ont des emplois du temps, on ne peut pas les citer. Vous avez des Brice à Londres qui sont à New York, qui ont des mandats à l'ONU, vous avez des Antoine Wechter qui... Bon. Donc voilà, première difficulté pour mon travail et pour mon positionnement, c'est de rentrer en contact avec ces gens-là, et surtout caler des rendez-vous pour les interviews, toujours pareil, dans un souci d'économie de production, le même jour, au même endroit. Ça, je ne vous cache pas que pour moi, c'était un exercice de style assez périlleux, mais bon, on y est arrivé. On va tâcher d'y arriver aussi pour les suivants, mais bon. Ce qu'il faut savoir également, c'est que par rapport à notre démarche, un petit peu, j'allais dire, la particularité c'est que personne d'entre nous n'est journaliste. Ça, il faut bien l'avoir en tête, c'est-à-dire qu'en fait, Jacques Malater est réalisateur, moi je suis moi-même assistant, donc personne n'a une carte de presse. Donc ce qui veut dire que pour approcher ces gens-là, il faut quand même, j'allais dire, valider nos pertinences de choix, valider plein de choses pour rassurer les interlocuteurs que l'on a en face de nous. Donc ça se passe souvent en deux temps. C'est Jacques qui avait décidé de mettre ça en place, et je trouve pas trop mal, de procéder à un rendez-vous préalable à l'interview. C'est-à-dire que c'est une petite rencontre qu'on déclenche avec les personnes qui sont susceptibles d'être interrogées, où Jacques se présente le thème abordé. Ça a le mérite de rassurer nos interlocuteurs, parce qu'ils sont souvent habitués, c'est pas qu'ils sont mal à l'aise devant les caméras, mais au contraire, mais ils sont souvent habitués à des journalistes, donc ils sont rompus à ce genre de joute. Hein. Mais un réalisateur, bon, c'est quelque chose d'autre, ce qui ne veut pas dire que ça enlève quoi que ce soit à la pertinence des questions, je dirais bien au contraire, et je dirais même que c'est pour nous, enfin même pour le téléspectateur je pense, une autre approche. Parce que c'est des questions qui sont, je dirais, je ne vais pas être objectif de ça, mais qui sont plus pertinentes. Voilà, parce que c'est des questions que je crois ici autour de cette salle, on se poserait plus facilement qu'un journaliste. Ce n'est pas des questions qui sont convenues. Voilà. Donc ça c'est assez intéressant, et je trouve que ça apporte un plus. Et puis c'est surtout par rapport à la préparation de ces interviews, je pense que la façon dont les interviews sont préparées, que le travail, ça c'est Jacques qui réalise ce travail, est d'autant plus intelligent, intelligent dans le sens où voilà, c'est même un petit peu engagé, parce que malgré tout, voilà, c'est une interview, vous avez vos salariés en face de vous, vous avez des ministres, des anciens ministres, vous avez voilà, ce genre de gens qui sont qui ont quand même une certaine répartie. Donc voilà, une fois que c'est fait, on choisit un endroit pour procéder à ces interviews. Donc, on revient à la première difficulté, à savoir unifier le décor, c'est-à-dire une ambiance unique, pour que, encore une fois, le téléspectateur ait des repères. Alors là-dessus, on a deux choix. On a le choix des personnes, on va dire, du cercle familial, où là, le choix a été fait de les interroger dans leur milieu familial, cuisine, salle à manger, garage, enfin voilà,
tout ce genre de trucs. Et pour ce qui est des personnages politiques, ou on va dire du monde civil, là, on a choisi de les interroger. Dans un premier temps, on voulait faire ça à la Cité des Sciences et de l'Industrie, je ne sais pas si vous connaissez, à la Villette à Paris. Un décor intéressant pour nous parce qu'il renvoie à plein de problématiques soulevées par René Dumont, à savoir tout ce qui est lié à l'environnement, réchauffement climatique, problématiques de l'eau. Donc tous ces volets sont abordés dans cette exposition. Donc ça a nécessité un repérage avec Jacques, qui s'est rendu sur place, qui a validé le décor. Tout ça, je pense que tout ce process, vous le connaissez, vous l'avez abordé dans vos différents cours. Sauf que, voilà, on a tourné ça pendant les vacances de la Toussaint, et que les vacances de la Toussaint à la Cité des Sciences et de l'Industrie, c'est juste, enfin, je ne sais pas si vous imaginez le compte qu'il y a une queue énorme, enfin, beaucoup d'affluence, donc techniquement pour nous, très compliqué, au niveau du son notamment. Donc de là, il nous est venu l'idée de faire ça sur fond vert. Donc sur fond vert, ça nous a permis tout simplement d'éliminer toutes les contraintes d'ordre technique au niveau sonore, et surtout, je dirais, d'être dans des conditions les plus confortables à la fois pour l'interviewer et pour nous. Voilà. Donc on a procédé par l'installation de ces fonds verts au sein même d'un bureau de l'enceinte de la Cité des Sciences et de l'Industrie, ce qui a tout simplement nous a poussé à aller le matin même du tournage, tourner ce que l'on appelle des pelures au sein même des cités, des différentes expos permanentes et temporaires. Ça nous a pris, on va dire, à 2 caméras, ça nous a pris une demi-journée. Donc il a fallu insérer, si vous voulez, les prises de vue de ces pelures, plus les 3 interviews, Lalonde, Mechter et Marc Dufumier, premier jour. Donc c'est quand même des journées assez costauds, vous en conviendrez. Ce qui nous a sauvé un petit peu là-dessus, c'est le fait d'avoir 2 caméras, et c'est surtout ce fond vert. Parce que vous imaginez bien que tourner une interview dans une salle qui reçoit 1000 à 2000 à 3000 personnes, des groupes scolaires, en fait, c'est juste pas possible, quoi. Donc voilà. Donc ensuite, si vous voulez, une fois que ça a été acté, je pense qu'on va être amené à reproduire l'expérience, enfin cette expérience non pas, mais c'est l'utilisation de ces fonds verts qui pour nous donne quand même pas mal de souplesse. Alors, je ne sais pas si vous savez un petit peu comment ça se passe techniquement, mais c'est quelque chose d'assez simple, puisqu'on insère des images que l'on aura pris au préalable. Ensuite, au niveau du montage, ils vont insérer toutes les images sur ces fonds verts, ce qui veut dire qu'en fait, vous aurez l'illusion, enfin l'illusion, c'est un peu une illusion, vous aurez la sensation